allons tenter de clarifier et d'exposer ce vieux débat entre cette littérature fictive historique et les faits historiques dits véridiques, et ce, afin de saisir l'enjeu entourant cette ambiguïté. De ce fait, les objectifs est de tenter d'élucider ce débat, et ce à travers les opinions et les arguments proposés par les témoins, et non pas une analyse d'un corpus de romans historiques spécifiques. Nous n'avons pas la prétention d'obtenir une finalité en soi, mais plutôt une synthèse de cet enjeu pour notre époque actuelle sous le regard d'historiens et d'historiennes et de spécialistes en littérature. Un roman historique, la définition peut être très large. De mon point de vue à moi, ça va être un roman qui se situe dans une période historique, bien choisie, bien délimitée, mais qui peut aussi se promener sur les époques historiques, parce qu'il y en a qui le font et qui peuvent bien le faire aussi. Et un bon roman historique, pour rentrer dans la définition, c'est qu'on a l'impression qu'on vit dans l'époque. Donc ça, on arrive à nous placer quand même dans les événements, les personnages, les lieux, que les descriptions des monuments ou de la façon de vivre sont quand même assez claires, qu'on a l'impression vraiment qu'on est dans l'époque. Là, j'ai l'impression qu'on a vraiment un roman historique. Point de vue, un roman historique, en fait, c'est véritablement un point de vue c'est pas un historien en fin de compte, ça peut être un témoignage, ça peut être un récit qui est donc donné par un personnage, mais qui a comme objectif finalement de faire ressortir une expérience personnelle, mais aussi en même temps, ça peut être quelqu'un qui donne un récit sur la base d'un, en fait, en centrant son analyse et son récit sur des connaissances historiques données. Donc, c'est pas quelqu'un forcément qui veut faire une œuvre d'historien, non, mais c'est qu'on utilise des faits historiques pour finalement construire un roman. Donc, ça porte bien son nom, le terme roman, alors que dans un travail historien de base, l'historien n'est pas censé donner place à son imagination, non. L'historien est plutôt amené finalement à centrer sa réflexion autour de l'analyse critique des réalités. Mais le romancier, qui veut faire un roman historique, se base sur des faits, mais en même temps se donne la possibilité finalement d'extrapoler ces faits-là, mais aussi de les, si je peux utiliser cette expression, de les romanticiser en fin de compte, selon ses aspirations en tant que tel. D'une part, le roman historique cherche d'abord, sa priorité c'est de divertir, l'aspect connaissance, transmission d'informations historiques est à mon avis secondaire. Un bon roman historique cherche d'abord à divertir, à intéresser le lecteur, alors que la science historique, on essaie d'écrire des textes qui sont intéressants évidemment, mais nous c'est le contraire, la priorité est de faire connaître, de diffuser l'information, de la vérifier, de l'analyser, et si accessoirement on est capable de rendre ça intéressant en plus et de divertir notre lecteur, tant mieux, mais comment dire, la nécessité de connaître va toujours l'emporter sur le divertissement, alors qu'à l'opposé, le roman historique va chercher d'abord à plaire, à intéresser le lecteur plutôt qu'à être absolument appuyé sur la vérité historique. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème puisque c'est deux entreprises aux priorités différentes. Donc, en théorie, du moins, elles ne devraient pas se faire ombrage l'une et l'autre. Bon, le fait historique n'existe pas. Il est construit. Le fait est arrivé, mais dépendant de s'il a été enregistré, s'il y a une archive, si on a laissé des commentaires dessus, etc. Bien, il y a des événements qui ont eu lieu, que personne ne les a vus, personne ne l'a raconté, il n'y a pas d'archives, donc c'est un fait qui a disparu. On s'entend habituellement que l'histoire est composée d'une série de faits qui sont reliés entre eux par ce qu'on appelle un récit national ou social, et il y a comme une sorte d'entente sur des faits qui sont arrivés. On ne peut pas dire ce n'est pas arrivé, on sait que c'est arrivé, mais on sait aussi que les points de vue sur ce fait-là sont extrêmement variés. Le fait historique pour l'historien, c'est vraiment la chose qui s'est produite. Qu'est-ce qui s'est passé en tant que tel? Et le fait historique, ça peut être un événement. Ça peut être finalement une prise de position donnée. Ça peut être une bataille, etc. Ça peut être un événement vraiment majeur et marquant en tant que tel. Et que donc pour l'historien, c'est un matériel, ou du moins c'est une source
très important parce que l'historien ne peut pas faire de l'histoire sans amener des preuves. Et les faits sont là pour être interprétés, mais aussi reconstitués des fois par les historiens. Parce que pour l'historien, approcher un fait, ça pose quand même un élément éthique, mais aussi un élément méthodologique très important. C'est est-ce que ce fait, dans la manière dont je raconte ce fait, est-ce que ça s'est vraiment déroulé comme ça ou non? Pour ce faire, si je veux avoir vraiment une idée précise de comment le fait s'est déroulé, ben, je fais appel à un matériel ou à différents récits. Donc c'est en recoupant peut-être ces récits, ou du moins en utilisant des sources différentes, je suis capable de reconstituer ces faits. Donc vraiment, il faut faire un travail chirurgical, c'est-à-dire le fait d'être le plus proche possible de la réalité du fait qui est finalement raconté ou du fait qui est décrit en tant que tel. À mon avis, cela dépend du héros. Bon, si le héros est une personne anonyme, la romancière ou le romancier s'est servi de ce personnage-là pour faire vivre un problème de l'époque, etc., ça, c'est pas grave. Mais si c'est un personnage qui est retenu dans l'histoire comme Irma Levasseur, mais là, c'est plus grave. C'est plus grave. Parce que la mère de Irma Levasseur a quitté ses enfants quand elle était toute petite. Et puis on ne sait pas ce qui est arrivé à cette femme-là, on perd sa trace. Bon. Mais dans le roman, elle imagine que Irma Levasseur, quand elle va travailler aux États-Unis, elle fait des recherches, puis elle retrouve sa mère, des professeurs de musique, dans une école de Brooklyn, ou je ne sais pas trop. Bon, mais ça, c'est pas vrai. Et puis, c'est extrêmement romanesque, mais les gens retiennent ça, mais c'est pas vrai. À mon avis, ça c'est faux, ça nous met sur une fausse piste. J'irais plutôt dans le sens d'une vérité romanesque. Je pense pas que un roman historique finalement tue tout le volet historique. Et surtout quand vous êtes spécialiste dans la matière, vous êtes capable de voir jusqu'à quel point vraiment on a fait appel peut-être à des spécialistes. On a lu sur le sujet, mais aussi quand vous êtes spécialiste, vous êtes capable avec un œil exercé de voir jusqu'à quel point aussi on rajoute, on romanticise, hein, on extrapole par rapport à la réalité. Donc, moi en tant qu'historien, je ne suis pas choqué, je suis plutôt à l'aise avec ça, mais l'histoire, c'est pas le roman en tant que tel. Donc, pour moi, là, je fais la différence entre les deux. Mais un roman qui est basé sur l'histoire, c'est juste de se dire que si on est dans une optique de vulgarisation générale, ça peut être extrêmement utile. En termes d'accessibilité, de vulgarisation en tant que tel, c'est quand même extrêmement utile. Mais maintenant, la question, c'est de savoir quel est le but de ce roman. Est-ce que c'est à des buts politiques, à des buts idéologiques? Ça, je crois que c'est un autre débat. Là, par contre, je peux avoir des réticences. Quel est le but? Mais si c'est un but de vulgariser un événement, je suis plutôt en faveur du roman historique. Je dirais que des romans historiques qui relèvent plus du mensonge historique parce qu'ils relèvent de la fantaisie. Je vais aller avec Game of Thrones, qui est un super bel exemple, qui, pour certains, est considéré comme étant un roman historique. C'est une fantaisie historique. Inspirée de la mythologie de l'histoire scandinave, inspirée aussi de un petit peu ce qui s'est passé dans les Balkans, Dracula et tout ça avec les boyards. Il y a de l'inspiration, mais l'histoire créée avec Game of Thrones reste une fantaisie complète. Je veux dire, l'histoire n'est qu'un prétexte pour créer un univers. Alors que quand on tombe dans quelque chose comme Les Rois maudits de Maurice Lebon, là, on va tomber plus justement dans une vérité. Mais c'est sûr que pour pouvoir créer un roman, le roman, il faut mettre les personnages en scène, il faut leur faire mettre des mots en bouche, il faut les rendre vivants. Ben, c'est sûr que là, on n'a pas le choix quand même de tomber dans une certaine forme de littérature, d'invention qui va avec le roman. Mais la construction du récit, elle, est véridique. Les rois ont existé, les personnages ont véritablement existé. Donc là, je trouve qu'on arrive à se rapprocher plus de la vérité. Donc ça dépend vraiment de l'auteur et du style de roman. Ça, c'est le problème des romanciers historiques. Bon, alors, un objet au XVIIe siècle se nomme telle chose. Aujourd'hui, si on nomme cet objet-là, personne ne sait ce que c'est. Alors, on est porté à donner le nom actuel. Mais le nom actuel a été inventé des fois à la fin du 19e. Alors, on peut procéder par glossaire. Beaucoup de romans historiques, là, bon, tu as fait un roman, puis là, à la fin, tu as le glossaire, tous les mots. Quand on dit ce mot-là, ça veut dire telle chose, telle chose, telle chose.
il y a beaucoup de romanciers qui hésitent à recourir au glossaire. Il y a mieux tricher, moi j'appelle ça comme ça, et puis parler le nom actuel. Mais des fois, de faire ça, à mon avis, ça dévie complètement l'arrière du 20e siècle. On ne pensait pas qu'aujourd'hui, les références intérieures, psychologiques, sociales, familiales n'étaient pas les mêmes du tout. J'apporte un roman de René Fourchette sur Eugénie Fille-du-Roi. Et puis, bon, alors, son Eugénie, les documents nous disent qu'elle est illettrée, lui, il l'avait instruite. Et puis, il nous a fait jouer des concerts de clavecin. Le clavecin n'est pas inventé. Tu comprends? Ça n'a pas de bon sens. Il parle d'une tournée de concerts. Une tournée de concerts, c'est un événement de la fin du 20e siècle, comprends-tu? On peut pas dire des affaires de même, ça n'a pas de bon sens. Je pense à un roman français, Rouge Brésil. La première page, il y a deux personnages qui sont là, puis ils disent « Ah, il va falloir faire la tournée des orphelinats parce que le capitaine veut avoir des enfants pour amener des enfants. » Parce que les explorateurs amenaient des enfants pour servir de truchement dans l'exploration. Parce que les enfants proviennent le langage plus facilement. Il dit « Il va falloir faire la tournée des orphelinats. » Le mot orphelin n'existe pas au 16e siècle. Des orphelinats, c'est une institution de la fin du 19e siècle, du milieu du 19e siècle. Et on ne peut pas penser comme ça au 16e siècle. Alors, moi, c'est ça que je trouve le plus grave. Un autre détail, par exemple, dans les gens qui font des romans au 17e siècle, les femmes se marient, on les fait appeler du nom de leur mari. En Nouvelle-France, les femmes portaient leur nom, juste. C'est la conquête qui nous a incité à porter le nom du mari. C'est une erreur historique. Si les femmes savaient que pendant les premiers 160 ans de l'histoire de la Nouvelle-France, les femmes gardaient leur nom de leur naissance à leur mort, il me semble que ça serait une information importante à donner à l'ensemble des femmes du Québec, qui viennent de retrouver leur nom là, depuis 1980 ou 81, etc. Il y a aussi, je dirais, tout l'environnement matériel. Alors, Alors, le roman, ça se passe, par exemple, en 1820. Bon, il se passe en 1820, et puis voilà que des enfants sont mis au lit et on leur met des pyjamas. Ça n'a aucun sens. Bon, mais ça, c'est des niaiseries. Mais ça montre que le décor qui est fixé pour raconter le roman historique est rempli de pièges. Moi, je pense que non. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est roman d'abord, histoire après. J'ose même pas imaginer ce que ça représenterait pour un auteur d'essayer de maîtriser la langue du 17e siècle français, surtout pour un Québécois. J'ose même pas imaginer. Et à la limite, je vous dirais pourquoi. Parce que c'est quand même un lectorat contemporain qui doit pouvoir suivre ces personnages-là. Si les expressions, le langage est trop loin, trop distant, il n'y a pas moyen d'établir une véritable connexion. Et c'est certain que ça, c'est un enjeu réel quand on écrit du roman historique. Mais de mon point de vue d'historien, je pense que le littéraire qui est confronté à cette question-là est pris entre deux feux. D'un côté, il y a la question de l'authenticité. Lorsqu'on écrit un roman historique, on veut, du moins en général, on veut qu'il soit authentique à la période dont on parle, au milieu, etc. Mais d'autre côté, on veut être intelligible. On veut que le lecteur n'ait pas besoin d'un glossaire, que ce soit compréhensible. Ça fait que c'est un choix. Qu'est-ce qu'on veut que l'auditoire comprenne et jusqu'à quel point est-ce qu'on veut être authentique. Donc moi, je serais plutôt en faveur d'utiliser un langage contemporain afin de décrire maintenant les réalités de cette époque-là. Mais attention, le danger pour moi, c'est de vouloir des concepts, de vouloir les décrire avec nos réalités actuelles. Non, il faut replonger dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là quand c'est utilisé? Quel est le contexte qui sous-tend tel événement? Il faut se replonger dans le contexte, mais avec un vocabulaire contemporain accessible d'une manière générale.
Pour moi, oui, la réponse est définitivement oui, ça dépeint complètement la réalité. Là, on n'est plus quand même dans un but historique, du moins on enfreint l'éthique. Chez l'historien, on est dans un terrain glissant parce que de la description de l'événement, bien entendu, dépend profondément de l'interprétation qu'on en fera par la suite. Donc si déjà la description est biaisée, je vois mal comment l'interprétation ne serait pas biaisée d'une certaine façon. Je pense que c'est quelque chose qui est à éviter. Et j'ai l'impression que les auteurs de romans historiques ont quand même un certain souci de la justesse des éléments qui sont mis en place. Bon, il y a certaines choses, disons, qui vont minimiser, il y a des événements qui vont être minimisés par rapport à leur réelle importance historique, pour mettre l'accent justement sur, je sais pas moi, l'idylle amoureuse, par exemple, pour prendre un exemple comme ça, qui est très fréquent. Donc, il y a quand même un souci je dirais, de fidélité. Mais pas de prime abord, ça dépend de plusieurs choses, ça dépend de l'ampleur de la dérive en termes de révisionnisme historique, si on veut. Ça dépend aussi, ça dépend de la popularité évidemment de l'œuvre, et ça dépend beaucoup du ton employé. C'est sûr que c'est un risque, hein. Il est très possible, enfin c'est probable que beaucoup de lecteurs de romans historiques, encore une fois ça dépend de quel roman, beaucoup de lecteurs vont sûrement se contenter des romans. Et ils sortiront de leur lecture avec des faits vrais en tête et des faits non vrais. Et peut-être qu'ils auront la difficulté à faire la distinction entre les deux. Au fond, peu importe. S'ils sont capables de raconter de belles histoires ensuite. L'Américain Aidan White, historien de la critique littéraire. Il propose que chez les gens le moindrement cultivés, il y a une perte d'intérêt pour l'histoire et pour les travaux des historiens universitaires. D'autre part, il y aurait eu l'apparition d'un intérêt grandissant pour l'histoire pratique, notamment les romans historiques, les biographies populaires ou encore les émissions de History Channel. Cette hypothèse, selon l'approche du désintéressement à l'histoire et à l'intérêt grandissant de cette littérature fictive, est-elle une situation qui est dite problématique? Pas tant les gens ne sont pas désintéressés de la discipline historique, mais ils ont suivi le type de récit qu'ils voulaient lire. Pour moi, il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas 50 000 lecteurs de la dernière monographie très spécialisée sur l'histoire du syndicalisme, par exemple, ou de l'histoire environnementale du Québec. C'est un peu la même chose en sciences, en physique. Le grand public ne va pas aller lire des articles spécialisés sur la physique quantique. On va lire des œuvres de vulgarisation, des trucs comme ça. On va aller écouter des séries documentaires sur l'évolution de la science. Donc, il est un peu naturel que le public se soit déplacé vers l'endroit où l'histoire était faite de manière à divertir. Pour moi, la préoccupation est plus de m'assurer que ce qui est fait dans les cercles scientifiques est lu par un petit nombre de chercheurs et peut-être de lecteurs, mais qu'il y a une diffusion quand même au fil du temps vers la fiction. Donc la fiction reflète quand même minimalement les acquis qui sont faits en termes de connaissances scientifiques. On est malheureusement peut-être à une époque où le divertissement fait foi de tout et on confond culture et divertissement. Et je pense que pour moi, du roman, c'est du divertissement. Le roman historique, en tout cas, le roman populaire, pour moi, c'est du divertissement. On va me traiter d'élitiste peut-être si j'en parle comme ça, mais pour moi, la culture, ça va plus loin. Pour moi, la culture exige de la profondeur, exige de la réflexion. Et il y a certains romans historiques que je mets au rang de culture, parce qu'ils vont durer. Mais je pense que c'est ça, il y a quelque chose dans l'air du temps qui va tellement vers le divertissement que je ne suis pas étonnée que oui, des biographies populaires ou des romans historiques tendent de plus en plus à supplanter le discours universitaire. J'ai pas l'impression que le roman historique mène tant que ça vers la discipline historique. Je pense que ça mène vers un intérêt pour l'histoire, peut-être dans les musées, peut-être plus dans des ce qu'on pourrait appeler des corps intermédiaires entre l'histoire universitaire et le grand public. Là, ça m'étonnerait. Dans de rares cas peut-être. Mais les gens que je connais qui lisent du roman historique, ils lisent du roman historique. À la limite, je crois qu'ils se donnent l'illusion qu'ils apprennent beaucoup de l'histoire.
y a effectivement ça. Et c'est là que ça peut être problématique. Ça peut arriver que des gens disent « mais je vais lire davantage sur cette époque-là, ça m'intéresse », mais ça, c'est pas la majorité des lecteurs, je crois. Donc, le roman historique jeunesse, surtout, moi, je trouve un intérêt lorsqu'il est bien fait, ou la BD historique jeunesse aussi. Je pense à Papyrus pour l'Égypte ancienne, pour les enfants, même si c'est des histoires inventées, reste qu'on a une initiation à l'Égypte ancienne et tout ça qui est quand même concrète et qui n'est pas mensongère quand même dans l'architecture, la façon de faire et tout ça. Et c'est sûr que ça peut motiver des enfants à vouloir ou à aimer les cours d'histoire qui vont suivre. Dans ce cas-là, je trouve que c'est bien. C'est sûr que quand on arrive à l'université, on va rarement l'utiliser comme études, parce que nos cours sont souvent des cours où on va transmettre justement un contenu qui se doit d'être une certaine rigueur. Mais dans un travail, ça peut s'utiliser justement comme je le fais pour confronter qu'est-ce que l'auteur a fait comme choix, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ça demande quand même une certaine recherche, arriver à départager le vrai du faux. Donc je dirais que du point de vue de la réflexion historique, du travail historique, ça peut être intéressant, mais dans l'enseignement, comme moyen d'enseignement universitaire, on est rendu à un niveau où le contenu est trop, et se doit d'être beaucoup plus développé que ça. Alors qu'un roman peut être un complément très utile au cours. C'est un complément. Un roman ne peut pas remplacer le professeur ou le manuel, mais c'est un complément. Je pense que le roman historique peut être une bonne introduction. Okay. Dans la mesure où, oui, c'est plus facile d'accès, c'est moins rébarbatif, on vit avec les personnages, c'est plus divertissant qu'on le veuille ou non. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut fermer le roman et aller vers le manuel d'histoire ou le livre d'histoire. J'avoue que j'ai souvent conseillé à mes étudiants et étudiantes de lire le roman historique. Je l'ai conseillé. Mais c'était avant la mode du roman historique. Maintenant que la mode du roman historique, j'oserais plus donner ce conseil-là. Parce que le roman historique, il ressemble à la période où il est écrit, pour n'importe quoi. Non, je pense pas, vraiment pas. Comme je le disais, sont dans des cas extrêmes, là, comme un truc comme le Code Da Vinci de Dan Brown là, qui popularise tout à coup massivement là, des idées vraiment bizarres sur le plan historique et qui prétend une certaine factualité. Ça c'est un peu préoccupant, mais même là, ça se démolit entre guillemets assez vite. Donc non, je pense pas qu'il y ait de problème. C'est deux entreprises qui sont complémentaires, qui sont apparentées et qui ont des finalités tellement différentes que, à mon sens, l'une ne nuit pas significativement à l'autre. Il y a des romans historiques qui sont mauvais. Donc, si un roman historique dit strictement n'importe quoi, dans ce cas-là, je ne vois pas très bien ce qu'il y a d'historique. C'est un roman de pure invention, un pur récit, etc. Un roman historique peut être en porte-à-faux par rapport à l'historiographie, totalement. Celui qui écrit le roman peut ne pas avoir lu, ou peut ne pas être familier avec tous les débats historiographiques. Dans ces cas-là, ça pose un certain problème, certainement. Certainement, ça va me poser un problème à moi. Les romans historiques peuvent avoir un impact important, soit positif, soit négatif, au fond, sur les représentations. Prenons, pour exemple, tous ces romans historiques publiés dans les années 30 autour d'Haïti. Et Dieu sait qu'il y en a des romans historiques qui relatent l'histoire d'Haïti ou qui relatent l'histoire de la Révolution haïtienne. Ces romans jouent un rôle important dans la constitution, dans la circulation des représentations négatives qui entourent Haïti. Par ailleurs, certains de ces romans sont très bons. Donc, tu vois, il y a un problème ici. Ils participent à la circulation d'images négatives, mais on ne peut pas non plus leur en vouloir d'avoir existé. Tout dépend de son degré d'exagération, de la place que ça occupe dans le roman en tant que tel. Mais je ne crois pas que ce soit en concurrence. Je ne pense pas que ce soit une menace au récit historique. Au contraire, je trouve que le récit historique doit utiliser le roman afin de mieux faire passer peut-être des choses qui peuvent paraître a priori indigestes
au grand public ou même au public étudiant, universitaire, on doit utiliser le roman historique pour mieux le faire passer, pourvu qu'il y ait un recul critique qui permet peut-être des fois d'aller, comment dirais-je, je cherche le bon verbe, d'aller juste débusquer, c'est vraiment le bon mot, de débusquer peut-être les éléments romancés qui sont exagérés et qui peuvent finalement avoir une incidence extrêmement forte et négative sur le discours, le discours romantique ou le récit romantique en tant que tel. Mais en même temps, si un roman historique qui a comme objectif aussi de donner, de faire plaisir aux gens, édulcore des choses, cache des choses, au moins ça peut être problématique. Si on a envie de créer une histoire qui est enlevante, qui va faire en sorte que le lecteur suive, fasse « Wow, c'est plutôt le contraire ». En fait, on va exagérer l'histoire. C'est ça le but du roman historique, c'est de l'exagérer pour que les gens le vivent, et vivent les sentiments et tout ça, soit dans un roman. Et pour le faire, ils exagèrent des faits, modifient des faits. Ils le dévient. Et je dirais même que dans certains cas, ils le dévoient. Tu sais, une situation historique réduite à une amourette, c'est vraiment pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. C'est pas vraiment instructif. Est-ce que vous croyez, quand que les romancières disent qu'ils n'ont pas de prétention à l'histoire, ils font juste écrire une histoire, et non une histoire? C'est ça, c'est exactement ça qu'ils font. C'est la meilleure défense. Ils ne prétendent pas être historiens du tout. C'est pour ça qu'ils massacrent l'histoire à tout le temps. Tout compte fait, ce documentaire a tenté d'exposer et de clarifier ce vieux débat entre cette littérature fictive historique et les faits historiques dits véridiques. Nous avons constaté que l'enjeu entourant cette ambiguïté est un enjeu non monolithique et en changement selon les participants et les participantes en ce qui a trait à leur perception face aux problématiques soulevées, à l'importance des romans historiques, mais aussi concernant leur domaine d'expertise. En effet, nous avons capté divers témoignages où les individus étaient plus craintifs et sensibles lorsque les romans historiques proposent des faits ou des réalités historiques contradictoires à la dite vérité historique concernant leur spécialité. Malgré cette pertinence, nous n'avons pas inclus ces segments par souci d'objectivité. Néanmoins, les objectifs de ce projet ont été atteints par les opinions et les points de vue divers des témoins qui proposent que ce débat est toujours d'actualité, qui occupe encore une place importante au sein de notre époque actuelle. Mais aussi, ce débat est parsemé de contradictions et de problématiques irrésolues. Cependant, nous avons observé que la véracité des faits historiques, l'intérêt des romans et l'impact des romans historiques auprès des lecteurs et des lectrices vers la science historique constituent plusieurs questionnements auprès de la communauté historienne et celle des littéraires.